Donc, je vais vous présenter la négociation raisonnée à partir des écrits des concepteurs de cette méthode, hein, et de leurs ouvrages. Donc, je vous ai parlé de Roger Fisher, qui a écrit avec William Ury et Bruce Payton un livre qui en américain s'intitule Getting to Yes et qui a été traduit en français par Comment réussir une négociation. Il est paru en 1981 et c'est le premier ouvrage d'une collection assez importante, puisque ces auteurs, au fur et à mesure qu'ils vulgarisaient leurs recherches ou qu'ils découvraient de nouvelles choses ou mettaient au point de nouvelles choses, sortaient de nouveaux livres. Il y a eu surtout m'appuyer sur celui-ci, qui est le premier ouvrage, pour vous présenter les 7 clés de la négociation raisonnée. La première clé, c'est le cadre de la négociation et qui peut se résumer à se préparer, encore se préparer et toujours se préparer. Le deuxième point, c'est différencier le contenu de ce que l'on négocie des personnes avec lesquelles on négocie, et on reviendra dans ce point sur ce qu'on a vu par rapport à la négociation traditionnelle ou la négociation spontanée. Le troisième est un des grands apports de la négociation raisonnée et consiste à déceler sous les positions que prennent les personnes en négociation leurs intérêts, leurs objectifs, leurs motivations, leurs besoins, leurs valeurs, et à travailler à partir de cette matière pour construire l'accord. Donc c'est le quatrième point, construire l'accord en le faisant précéder d'une phase de création de valeur où on va chercher à créer le plus d'options possibles pour avoir un accord le plus riche possible. Ça sera la phase intégrative, celle où on crée de la valeur, et ensuite on aborde la phase distributive. Et ce que la négociation raisonnée nous pousse à faire, c'est à utiliser des critères objectifs pour se répartir la valeur dans une négociation. Le sixième point, qui est aussi très connu et qui est un des apports fondamentaux de la négociation raisonnée, c'est en français la meilleure solution de rechange, ou en anglais BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Et enfin, le dernier point, c'est soigner l'engagement. La négociation raisonnée insiste beaucoup sur le fait qu'une négociation, ça ne s'improvise pas. On n'arrive pas comme ça à une négociation en ayant deux, trois idées en tête et en comptant sur ses immenses talents d'improvisation pour emporter le meilleur accord possible. La négociation raisonnée et la négociation tout court, c'est une question de préparation. Ce schéma, hein, qui a été formalisé par Thomas Switak, mais après avoir discuté en 1984 avec Roger Fisher, et qui en fait reprend le cadre de ce que, disons, le cadre de ce que devrait être idéalement, mais c'est une modélisation, hein, évidemment, une séance de négociation raisonnée, en partant du quoi, qu'est-ce qu'on est venu négocier, est-ce qu'on est d'accord pour négocier sur les mêmes sujets, du pourquoi, c'est la phase plus informelle, plus chaotique, de découverte des intérêts, des objectifs et des motivations de chacune des parties. Après cette phase, on passe dans la phase de créativité, où on imagine le plus d'options possibles, et enfin la phase où on conclut l'accord en choisissant une de ces options et en rédigeant un accord qui va aux deux parties. Tirons, c'est les numéros des clés de la négociation raisonnée. Donc, on vient en négociation parce qu'on a quelque chose à y trouver, parce qu'on pense que ça va améliorer notre situation. Donc, c'est le sixième point, la meilleure solution de rechange. Ce qui nous pousse à passer en négociation, c'est qu'on est au clair avec notre solution de rechange. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si il n'y a pas de négociation possible. Et puis, le deuxième point, c'est bien distinguer les personnes du contenu. Et c'est ça qu'on va faire dans cette phase-là et dans celle-ci aussi, c'est de faire la distinction entre le relationnel et le contenu. Et on va utiliser beaucoup cette méthode qui consiste à aller chercher derrière les positions ce que sont les intérêts des personnes.
Une fois qu'on aura la liste des intérêts des personnes, on pourra passer à la phase de créativité, c'est-à-dire celle qui consistera à trouver autant d'options que possible qui maximisent la satisfaction des intérêts de chacun. Et enfin, quatrième phase, on utilise à nouveau la mésure, les critères objectifs pour se répartir la valeur et le soin apporté à l'engagement, à l'accord. Mais l'autre dimension que la négociation raisonnée nous propose, c'est celle de la négociation, du processus de négociation. C'est-à-dire que si vous avez une négociation un petit peu importante qui va probablement s'étaler dans le temps, une des premières choses qu'il faudrait négocier avec l'autre partie, c'est comment on va négocier et selon quel processus. Il va y avoir un avant, une phase amont, où vous allez vous renseigner au maximum sur la partie avec laquelle vous allez négocier. Vous allez préparer, comme on va le voir, pour vous-même la négociation, et vous allez pouvoir négocier avec cette contrepartie. Comment négocier? Par exemple, combien de fois on va se voir? Où est-ce qu'on va se voir? Combien de temps vont durer nos réunions de négociation? Est-ce qu'on fait des ordres du jour? Pas d'ordre du jour? Est-ce qu'on fait des relevés de décision? Pas de relevés de décision? On peut imaginer des négociations avec plusieurs réunions, chacune de ces réunions parcourant la totalité de ces phases, ou bien quelques-unes d'entre elles seulement. Et enfin, donc l'aval de la négociation, une fois qu'on a abouti à un accord, pour nous-mêmes, on se débriefe de nos négociations parce qu'on s'enrichit au fur et à mesure du débriefing des négociations. Et puis, on prévoit toujours une phase de suivi de l'accord afin que celui-ci reste le plus pérenne possible. La grille simplifiée de négociation qui vous est proposée ici et qui reprend les points, alors elle est un peu cryptique pour vous parce qu'on n'a pas encore expliqué chacun des points, mais idéalement, quand on se prépare à une négociation, il faudrait pouvoir remplir cette grille. Quels sont mes intérêts, mes objectifs, mes préoccupations, mes motivations? Quelles sont celles que je peux imaginer que l'autre a? Quelles sont les options qui pourraient nous rencontrer tous nos intérêts, pas simplement les miens, mais aussi les leurs ou les siens? Quels sont les critères objectifs que nous pourrions utiliser pour sélectionner la meilleure des solutions? Et enfin, quelle est mon alternative, ma mésure? Quelle est l'alternative de l'autre? Dans le cas de nos sœurs, Voici ce que pourrait être la grille de préparation faite par l'une ou l'autre pour cette négociation au sujet des vacances qu'elles pourraient passer ensemble. Nous allons revoir chacun de ces points concernant la préparation dans la suite de cette vidéo. l'effet de cette préparation, là, comme ça, qu'on ne fait que très rarement, hein, je vous invite à vous interroger sur, lors de vos dernières négociations, comment vous avez préparé, c'est qu'au moins je sais ce que j'attends de la négociation. Je ne vais pas me positionner par rapport à ce que l'autre veut, mais je vais me positionner par rapport à ce que je veux moi-même. Je connais mes objectifs et je suis capable de les exprimer clairement à l'autre, et ce n'est pas rien. Je vais maintenant vous parler du deuxième élément de la négociation raisonnée, qui est donc de distinguer les personnes du contenu. Alors c'est ce qu'on ne fait pas du tout en négociation traditionnelle. On l'a vu tout à l'heure, en négociation traditionnelle, on voit trois effets généralement se jouer successivement. Le premier, c'est que une des parties ou les deux avancent fermement leur position, c'est-à-dire ce qu'elles veulent in fine de la négociation. Et je fais bien la distinction là entre une position et un intérêt. L'intérêt d'Aline, c'est d'avoir des périodes de farniente pendant ses vacances. L'intérêt de la famille d'Aline, c'est d'avoir des activités nautiques pendant leurs vacances. Mais la façon dont cet intérêt va être transcrit par Aline ou par Anne-Sophie de but en blanc, c'est nous allons à la montagne. Anne-Sophie, elle ne laisse même pas le choix à la montagne. Mais tout ça, c'est des positions. C'est comment est-ce qu'on satisfait des intérêts. Et ce qui va se passer, c'est qu'Aline et Anne-Sophie vont discuter bec et ongle sur leur position, chacune disant, valorisant sa position et dévalorisant celle de l'autre. Et puis,
en général dans un deuxième temps, mais là, entre les deux sœurs, ça vient très très vite. Comme les positions se confondent avec les personnes qui les défendent, si on n'arrive pas par nos arguments à détruire la position de l'autre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer sa personne. Alors au début, ça va être gentil, on va faire des petits sarcasmes, des petits traits d'humour, on va faire des dévalorisations, mais ça peut assez rapidement tourner à une confrontation beaucoup plus musclée, avec des insultes, avec je te remonte des reproches affectifs qui sont assez violents, du type tu préfères ton beau-père à notre père, c'est quand même bien envoyé. Et ça n'a plus rien à voir, et c'est le troisième effet de la négociation traditionnelle, ça n'a plus rien à voir avec l'objectif initial qui est on est là pour discuter de comment est-ce qu'on pourrait passer une semaine de vacances avec nos deux familles de manière agréable. Donc, la négociation raisonnée nous invite à distinguer fortement le contenu des personnes. La posture que l'on va prendre en négociation raisonnée, c'est d'avoir une approche partenariale. On est là ensemble, autour de la table, pour résoudre des problèmes que nous avons en commun. Et plus on est ensemble pour les résoudre, mieux on les résoudra. Donc, une des choses que la négociation raisonnée bannit et que l'on fait assez spontanément, c'est d'utiliser les Tao. Trucage, attaque, obstruction. Donc les trucages, c'est les fausses informations, il pleut toujours en Bretagne, ou l'exagération, le bluff. Là, je te propose de venir dans un des plus beaux endroits du monde, souffler le chaud et le froid, la stratégie bad cop, good cop. Expliquer que finalement on n'a pas le pouvoir de décision, c'est ce qu'à un moment Aline fait en disant je vais avoir du mal à les attirer en montagne, ils vont hurler. Sous-entendu, je suis pas seul concerné et en fait je négocie avec toi, mais j'ai pas vraiment le pouvoir de décision. Les attaques, comme les menaces, t'as pas envie de venir, c'est ça. Les insultes, les dénigrements, enfin tout ce qu'on a vu déjà. Alors il y en a plein dans notre négociation entre les deux sœurs. Hein. Ouvre-toi l'esprit, je peux te dire la même chose. Si tu crois que c'est intéressant de bouffer des glaces sur une plage, enfin on a un joli florilège là. Et puis les obstructions qui sont bien connues, c'est à prendre ou à laisser. C'est un peu ce que fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Anne-Sophie au début, lorsqu'elle dit que. Mais Aline fait la même chose. Hein, elle dit j'avais compris que vous viendriez en Bretagne, et Anne-Sophie leur propose directement un logement à la montagne. Et puis des demandes extrêmes. On en a un petit exemple dans cette négociation où, à un moment donné, Aline dit bah, je essaie une fois et puis après, on en reparlera, tu reviendras tout le temps en Bretagne. Et en fait, c'est faire une demande extrême d'une manière un peu masquée, c'est achète ma solution, prends ma solution et tu verras, tu l'aimeras tellement que tu voudras plus entendre parler d'autre chose. Donc en négociation raisonnée, on bannit tout ça, on rejoint les personnes pour nous attaquer ensemble aux problèmes qu'on a en commun. Alors comment est-ce qu'on rejoint les personnes? Il y a 4 portes d'entrée pour rejoindre les personnes. La première, c'est d'abord de se rejoindre soi-même, c'est d'être clair avec soi-même. Alors William Ury dit quelque chose de très important dans son livre Être en accord avec soi-même pour mieux négocier avec les autres. Fischer et Ury, comme je vous l'ai dit, hein, ils baignent dans le creuset culturel américain des années 70-80. Donc il y a un concept qui est extrêmement important dans ce creuset culturel, c'est l'empowerment, qu'on traduit en français par autodétermination. Et donc, c'est leur foi en l'autodétermination. Et donc, il dit l'autodétermination équivaut au pouvoir de respecter ses besoins les plus profonds. Chacun d'entre nous finit par être confronté à un choix crucial. En rejetant la faute sur autrui, vous renoncez à votre pouvoir et vous dites non à vous-même. En revanche, quand vous assumez vos choix, vous retrouvez votre pouvoir et vous accédez au oui. En abandonnant le jeu des accusations et en revendiquant la responsabilité de vos relations et de vos besoins, vous allez directement au cœur du conflit et vous trouvez les ressources nécessaires pour transformer vos négociations comme votre vie. Donc, en gros, ce qu'il dit là, c'est toute l'énergie que vous passez à essayer de détruire les positions de l'autre, voire à détruire l'autre, c'est d'énergie que vous ne passez pas à vous renforcer vous-même et vous vous oubliez
En fait, quand vous faites ça, vous oubliez vos choix, vous oubliez vos objectifs et vous oubliez de les valoriser pour l'autre et pour vous-même. Donc la première clé, c'est d'abord de passer dans son camp et d'être clair avec les objectifs que nous avons dans cette négociation. La deuxième porte d'entrée, c'est l'écoute. L'écoute qui, dans l'idéogramme chinois de l'écoute, mêle l'idéogramme des oreilles, des yeux, de l'attention et du cœur. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu ça. On a une écoute qui est complète, qui est totale. Et on n'écoute pas parce qu'il faut cocher une case, on écoute parce qu'on s'intéresse vraiment à l'autre. Donc la première dimension de cette écoute, c'est qu'elle est sincère et elle est animée par un désir sincère de s'intéresser à la façon dont l'autre voit le monde. Ce n'est donc ni une écoute jugement, ni une écoute interprétative, ni une écoute même de soutien, ni bien sûr une écoute autoritaire, ni une écoute d'enquête, c'est une écoute active telle que l'a conceptualisé Carl Rogers, où on est en congruence avec la personne, où on est empathique avec elle, c'est-à-dire qu'on est sincère et on va écouter la personne comme si on était presque dans sa tête. Hein, je ressens ce que ressent l'autre. Je ne prends pas sa place, je sais que je suis à ma place, hein, qui n'est pas la sienne, mais je vois le monde à travers ses yeux. Et pour être sûr que je fais bien ça, je reformule ce qu'il m'a dit pour vérifier que j'ai bien compris. Je pose des questions de vérification et de clarification et je fais valider ma compréhension de ce qu'il m'a dit. Et ça, c'est très puissant parce que ça vous permet de voir le monde comme l'autre le voit et en plus, ça montre à l'autre que vous vous intéressez réellement à sa position. Donc, ça peut avoir un effet miroir qui est que l'autre se mette à s'intéresser à vos besoins, à vos préoccupations et à vos intérêts. La troisième porte d'entrée dans le camp de l'autre, ce sont les questions. Alors, je vais le montrer des questions que Aline pourrait préparer à l'avance et pourrait poser à Anne-Sophie pour mieux comprendre d'où vient Anne-Sophie, quelle est sa problématique par rapport à ses vacances. Elle sait que Anne-Sophie et sa famille veulent passer des vacances avec sa famille à elle, Aline, mais elle sait aussi que les sœurs ont été un peu éloignées ces temps derniers. Et d'ailleurs, pourquoi s'est-on éloigné? Ça pourrait être une question intéressante. Que cherchons-nous à faire avec ces vacances ensemble? Qu'est-ce qui motive Anne-Sophie par rapport à ses enfants? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs passer des vacances ensemble? Est-ce que c'est être tout le temps ensemble, les enfants d'un côté, les adultes de l'autre? Enfin, il y a plein de représentations derrière ce être passer des vacances ensemble. Et finalement, à la fin, et on pourrait imaginer bien d'autres questions, à la fin, l'idée, ce serait de pouvoir lister nos points communs et nos différences. La quatrième, donc c'est une façon, la question, le questionnement, d'aller chercher les besoins de l'autre et dont l'autre peut satisfaire ses besoins. Et donc, c'est la quatrième porte d'entrée, mais je ne vais pas, dans cette session de découverte, m'appesantir, ce sont les émotions. Hein. Les émotions sont la porte d'entrée royale pour nos propres besoins, à nous, mais aussi pour celle de l'autre. Donc, quand en négociation, vous avez quelqu'un qui est très irrité ou en colère, c'est quelque chose qu'il faut creuser parce que ça veut dire que derrière, il y a un besoin, soit pendant la négociation, soit dans l'accord, qui n'est pas satisfait. Et l'émotion, c'est la porte d'entrée à ce besoin. Ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est à passer dans le camp de l'autre. Parce que ce qui est la matière de la négociation pour Fischer et Ury, c'est pas la réalité objective, c'est sa représentation de la réalité. C'est ça qui est la matière de la négociation et qui ouvre la voie à la solution. Mais attention, comprendre l'autre, être passé dans le camp de l'autre, ce n'est pas être d'accord avec lui. Je ne suis pas l'autre, je suis passé par son camp, mais je reste moi-même avec mes intérêts. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai fait l'effort
de parler et de chausser les lunettes de l'autre que je suis d'accord avec lui. On passe au point suivant, qui est comment est-ce qu'on va aller chercher sous les positions les intérêts. Alors, ça nous oblige à passer par les besoins. Là aussi, dans ce creuset culturel américain des années 70-80, il y a une théorie de l'homme qui est la théorie des besoins d'Abraham Maslow, qu'on présente souvent sous la forme d'une pyramide, que Die Alter nous propose là plutôt sous la forme d'un pulse. Vous avez donc c'est ce qui est notre patrimoine anthropologique commun, en tous les cas dans cette théorie, les besoins d'ordre primaire, besoins matériels, de subsistance, besoins de sécurité, les besoins de liberté, donc de se sentir en sécurité chez soi, de pouvoir circuler librement, faire ce qu'on a envie de faire, puis des besoins de niveau plus élevé, besoins secondaires, des besoins d'affiliation, d'appartenance, se sentir bien dans ces groupes d'appartenance, besoin de reconnaissance, besoin de contribuer positivement à son groupe d'appartenance, et les besoins tertiaires, les plus élevés, la connaissance, la stimulation mentale, les besoins de connexion à des dimensions religieuses, à un tout qui nous dépasse et le besoin de se réaliser comme, comme le projet que nous portons en nous et que beaucoup nous incitent à découvrir. Donc les intérêts, ce sont l'expression de ces besoins en situation. Face à ces situations, en situation, nos besoins s'expriment et cette expression passe par des intérêts qui sont eux-mêmes manifestés par des positions. Il faut s'imaginer un peu comme un iceberg où les positions seraient la partie émergée de l'iceberg et les intérêts seraient directement sous les positions. Et au fond, il y aurait les besoins, nos besoins qui émettraient ces intérêts. Donc on a vu dans la séquence Aline, Anne-Sophie l'expression de beaucoup de positions, hein, j'y reviens pas, c'est assez évident. Ça fait des années qu'on va là-bas. La Bretagne, c'est le seul endroit possible pour passer ses vacances, etc. Mais tout ça, ça pourrait être traduit en intérêt. Quand on dit, quand les sœurs disent on a l'habitude d'aller là-bas, on va là-bas tous les ans, en fait, elle affirme, Anne-Sophie, quand elle dit ça, une peur du changement. Elle sait que ses vacances sont réussies là-bas et elle ne veut pas changer. Donc, elle a là un besoin d'être rassurée si jamais on changeait son lieu de vacances. Quand les deux sœurs disent on a envie de vous faire découvrir ce qu'on aime, c'est à la fois un besoin de reconnaissance et un besoin d'affiliation, parce que on aime faire découvrir aux personnes qu'on aime ce que l'on aime et on aime sentir qu'elles l'aiment aussi. Ça, c'est de l'affiliation et ça passe aussi par ce mouvement de reconnaissance qui est je me sens conforté dans ce que j'aime parce que quelqu'un que j'apprécie l'aime aussi. Et puis, il y a d'autres besoins. On a vu un peu un besoin secondaire de retrouver son corps et le goût de l'effort. Avec, pour moi, les vacances, c'est bouger son corps. Tout ça, c'est des intérêts. Donc, ils sont pas loin des positions. Il suffit juste de poser la question clé qui est pourquoi. Pourquoi tu veux aller en Bretagne? Pourquoi tu veux aller à la montagne? Et pourquoi? Jusqu'à tomber sur le besoin ou sur l'intérêt qui manifeste ce besoin. Comme le disent Fischer et Uri, les intérêts sont les moteurs silencieux de l'action, alors que les positions en sont les manifestations bruyantes. Alors on peut représenter ceci par un schéma que l'on va maintenant détailler. J'ai faisais un petit peu référence avec l'iceberg. Donc, on a des positions qui sont plus ou moins bruyamment exprimées. On sent beaucoup d'émotions dans la présentation de ces positions. Et pourquoi? Parce que on a plutôt tendance, quand on aborde une négociation, à penser aux intérêts divergents. C'est ce qui va avoir du mal à nous réconcilier, alors qu'en fait, il y a plein d'intérêts communs, on a envie de partir ensemble, et plein d'intérêts différents. Alors voyons comment ça se traduit dans le cas d'Aline et Anne-Sophie. Aline
Elle exprime que les vacances, c'est chez nous à la mer, vacances égale plaisir, et puis elle reproche à l'aîné de toujours vouloir décider. Alors qu'Anne-Sophie dit là où on va toujours, c'est la montagne, notamment parce que c'est bon marché, et elle reproche à Aline sa préférence pour sa belle famille. Et on ressent un peu des émotions partagées, hein, la colère, la déception, l'inquiétude. Du côté d'Aline, on a une petite tonalité de raison. À un moment donné, elle dit voilà quel est mon raisonnement. Elle dévalorise aussi pas mal les arguments de sa sœur. Quant à sa sœur, Anne-Sophie, elle est très agressive, comme vous l'avez relevé, et elle a tendance à beaucoup caricaturer et à être dans l'exagération. Et pourtant, elles veulent passer une semaine ensemble, elles veulent faire plaisir à leurs enfants, elles veulent probablement se retrouver en famille, elles aiment découvrir des choses, hein, c'est la multi-activité d'un côté, c'est la diversité et la beauté de la Bretagne de l'autre. Elles veulent renforcer leurs liens, probablement, faire des activités sportives, et elles aiment la pleine nature. Et puis, chacune a des intérêts un peu différents, hein. Aline le farniente, Anne-Sophie a un clair problème avec son budget, et puis des intérêts différents, la mer, la montagne. Finalement, au bout d'un moment, une négociation raisonnée devra aboutir à une liste partagée des intérêts de chacun. C'est ça le premier but, hein, le but de la phase 1 et de la phase 2. Ce qui implique donc, comme on l'a dit, de savoir écouter l'autre pour se faire écouter par lui. Ça veut dire être précis et factuel dans l'expression de ses propres intérêts et inviter l'autre à exprimer les siens. On peut traduire chaque position en un intérêt en passant éventuellement par le besoin. La clarification des intérêts respectifs, c'est un point très important parce que ça permet à chacun d'être ferme sur ses intérêts et donc respectueux de l'autre. Parce que finalement, pour ceux qui ou celles qui s'intéressent à la communication non violente, c'est un peu comme les émotions. Quand vous exprimez une émotion, c'est quelque chose qui est assez incontestable parce que c'est votre ressenti. Le besoin que vous exprimez, c'est pareil, c'est incontestable, c'est votre besoin. Il est plus ou moins satisfait. La façon dont vous allez le satisfaire se fait plus ou moins au détriment d'une autre personne, et c'est là que la négociation commence. Mais votre besoin, il vous appartient et c'est pas contestable. Au contraire, ça fait partie du patrimoine anthropologique commun, et donc c'est plutôt ces expressions d'émotion et de besoin, en tous les cas selon la communication non violente, ont plutôt tendance à nous réunir qu'à nous désunir. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'en passer par les besoins, les objectifs et les intérêts. Abordons maintenant la quatrième clé. Créer de la valeur avant de passer à la phase distributive de la négociation. Donc ça, c'est vraiment un élément de bon sens. On voit bien que le gâteau de gauche est plus difficile à un nombre de personnes identiques à se partager que le gâteau de droite. Donc, on va essayer, on est là, dans cette phase-là de créativité, on va essayer de créer de la valeur avant de se la répartir. Alors, comment créer de la valeur? Bon, c'est les techniques de créativité qui sont bien connues, hein. C'est la pluie d'idées ou le brainstorming. Alors, ce qui tue le brainstorming, c'est les jugements hâtifs, négatifs, la croyance qu'il n'y a qu'une seule bonne et unique solution, a priori d'ailleurs la sienne, que le gâteau est limité et que les problèmes de l'autre ne sont pas les miens. C'est-à-dire que finalement, je demande à l'autre de s'intéresser à mes problèmes, mais moi, je ne m'intéresse pas à ses problèmes. À l'inverse, ce qui favorise la créativité, c'est de bien séparer la phase où on va créer, imaginer des options. C'est pour ça qu'on ne parle pas de solutions, mais on parle d'options, d'alternatives. Et après, on décidera quelle est l'option ou les options qu'on trouve les meilleures pour finalement élaborer dans une dernière phase le meilleur accord possible. Il faut toutes les imaginer, même les plus irréalistes. On se met plutôt dans une phase ludique. C'est pour ça que c'est souvent difficile d'enchaîner la phase 3 après la phase 2, parce que la phase 2 est en général assez éprouvante sur le plan émotionnel, et il y a souvent des émotions négatives. Donc passer immédiatement à la créativité est assez difficile. Donc c'est bien de faire une pause et de
d'expliciter que maintenant, on va peut-être un peu faire de la créativité donc se mettre un peu dans une atmosphère un peu ludique. Et enfin, chercher à satisfaire tous les intérêts. Comment on va faire aussi pour créer des options? On va jouer sur les différentiels, différentiels de ressources. Là, en l'occurrence, Aline a un budget plus conséquent que celui d'Anne-Sophie. Différentiel dans le temps, on pourrait imaginer une année en Bretagne, une année à la montagne, le quantitatif versus le qualitatif, des différences d'intérêt, jouer sur la satisfaction des besoins différents ou des besoins complémentaires pour ne pas trop frustrer l'insatisfaction des besoins divergents, l'appréciation des risques, les autres valeurs que le prix. Donc là, en l'occurrence, des questions qui pourraient stimuler l'imagination, c'est quel lieu mêle activité nautique et activité de montagne? Y a-t-il des lieux nouveaux que nous aimerions découvrir ensemble? Comment concilier les moments de repos et les moments d'activité physique? Le cinquième élément clé, c'est, et là on entre dans la phase distributive, comment on se partage la valeur qu'on a essayé de créer ensemble. Il y a deux catégories de critères objectifs. Il y a ceux qui portent sur le contenu. Ce sont par exemple les valeurs de marché, les séries de prix, les cotes, les évaluations d'experts, les études académiques ou non sur le sujet dont on parle, les manuels de constructeurs, les règles de l'art, les règles de bonne pratique, etc. Tout ce qui est disponible, les règles, les lois, les règlements, tout ce qui est disponible indépendamment de la volonté des parties et qui existe et qui est à portée de main, même si parfois il faut l'acheter ou l'acquérir. Et puis, il y a les critères qui portent sur la manière dont on va se répartir la valeur, dont on va finalement choisir, dont on a un peu parlé. Hein. Par exemple, quand deux enfants se disputent une part de gâteau, l'un va couper la part en deux et l'autre va décider de quelle part, de quel morceau il prend. Cette méthode, l'un coupe, l'autre choisit, connaît de multiples déclinaisons, y compris des trucs assez élaborés. Le tirage au sort peut être un bon moyen. Si on a une négociation qui va se dérouler plusieurs fois et qu'on est amené à se revoir, on peut imaginer que la première fois, l'un décide et puis la deuxième fois, ce sera l'autre qui décidera. On peut mener des consultations, ce que pourraient faire Anne-Sophie et Aline avec leurs maris et leurs enfants, des votes. On peut aussi s'en remettre à la décision d'un tiers et là, on est plus dans l'arbitrage. Ce qui est très important à retenir, c'est que les critères objectifs, ils doivent être disponibles, même s'il faut les acheter, et ils doivent être indépendants des parties. Le sixième élément clé, c'est la meilleure solution de rechange, des inventions très importantes de la négociation raisonnée. Et je me permets d'y insister un peu parce que c'est un truc relativement simple qui peut vous faciliter vos négociations. Donc la Mésor, c'est la solution que je vais prendre indépendamment de l'autre. C'est-à-dire si ces négociations échouent, si je suis amené à ne plus revoir cette partie, si je dois satisfaire mes besoins en dehors d'elle, qu'est-ce que je vais faire? J'imagine toutes les solutions qui me permettent de satisfaire toute ou partie de mes besoins sans l'autre, je les évalue. Et la Mésor est celle qui arrive en tête. Un exemple, un salarié risque un licenciement pour faute grave et il se prépare à négocier avec son employeur et il se demande quelle est sa Mésor. Donc, licenciement pour faute grave, en gros, c'est pas d'indemnité ni de préavis. Donc, il a plusieurs solutions de rechange, hein, sachant qu'il va devoir partir de la société. Il peut choisir de partir sans indemnité et chercher un autre emploi. Bon. Il peut aller voir les syndicats ou ses collègues pour organiser sa défense et organiser un mouvement de protestation qui va embêter son employeur, ou il peut contester la décision de licenciement pour faute grave devant la justice. Supposons qu'il évalue cette dernière solution et il va voir un avocat qui lui dit dans votre cas, vous avez 30% de chance pour que le juge annule le motif de faute grave. Donc à ce moment-là, dans 30% de probabilité, ce salarié toucherait ses indemnités légales
à hauteur de 18 000 €, sachant que l'avocat propose de prendre sa défense au forfait pour 2 000 €. On a maintenant à peu près tous les éléments pour évaluer cette solution de rechange. 18 000 €, ce qu'il peut toucher si le juge tranche en sa faveur, pondéré par la probabilité que le juge tranche en sa faveur, 30%, donc ça fait 6 000 €, moins les 2 000 € qu'il va devoir verser à l'avocat, ça fait 4 000 €. Donc son espoir de gain avec ce qu'il pourrait estimer comme sa meilleure solution de rechange est de 4 000 €. Autrement dit, tout ce que son employeur lui proposera comme indemnité transactionnelle au-dessus de 4 000 € lui est favorable. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même jeu que d'entrer en négociation en se disant bon ben si ça échoue, je trouverai bien une solution de secours. Là, le salarié sait que son espoir de gain dans les autres solutions, c'est 4 000 €. Évidemment, d'autres facteurs interviennent qu'on peut aussi quantifier éventuellement, la longueur de la procédure, les tracas causés par le contentieux, tout ceci est valorisable. Il y a une valeur pédagogique dans le chemin. Ce n'est pas simplement le résultat qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le cheminement qui nous rend réalistes quand on arrive à la table de négociation. On sait exactement pourquoi on vient négocier, c'est pour obtenir mieux que notre mésor. Soit notre mésor est catastrophique, et à ce moment-là, on va être en position de faiblesse, et on retrouve le jeu des rapports de force ici. Le rapport de force, il n'est pas tellement entre les rapports objectifs de pouvoir entre les parties qui négocient, mais il est plus dans le rapport des mésors. Parfois, on peut être quelqu'un de très puissant, l'État français, et devoir négocier avec des gens tout petits, des fabricants de masques. Et on est en position de faiblesse dans cette négociation, ce qui n'était pas évident au départ. C'est lui qui est en position de faiblesse parce qu'il a une moins bonne mésor que les acteurs locaux. Dans l'esprit des concepteurs de cette méthode, vous n'allez pas négocier pour le plaisir de négocier, vous allez négocier pour améliorer votre situation. Et l'amélioration de cette situation se juge à votre solution de rechange. Comment vous pouvez satisfaire vos besoins actuellement. Donc les qualités d'une mésor, c'est son évaluation réaliste et rigoureuse. Elle peut et même doit être améliorée en cours de négociation. Il est évident, par exemple, que un salarié qui négocierait une promotion renforcerait sa mésor s'il cherche un autre emploi et avait une alternative d'un autre emploi. Dans le cas des sœurs, demander aux grands-parents s'ils pourraient inviter les 5 cousins en vacances serait une espèce de mésor commune là, que les sœurs pourraient imaginer ensemble. Évidemment, là, je trafique un peu et distord un peu le concept de la mésor. C'est très intéressant d'essayer d'évaluer la mésor de l'autre parce que la mésor, c'est mon point d'entrée dans la négociation, mais c'est aussi mon point de sortie. Je ne vais pas signer un accord qui est moins bon que ma mésor et l'autre ne va probablement pas signer un accord qui est moins bon que sa mésor. Donc, c'est tout à fait intéressant, de même qu'on doit avoir la liste des intérêts et des préoccupations de l'autre, on doit aussi se faire une représentation de la mésor de l'autre. Et là aussi de manière réaliste. Donc, meilleure est ma mésor, plus la négociation sera confortable pour moi. Donc la mésor, c'est vraiment mon filet de sécurité. La négociation, c'est parfois un peu acrobatique et j'installe mon filet de sécurité en travaillant ma mésor, en ayant une représentation claire, réaliste et en essayant d'améliorer tout au long des négociations. Enfin, 7e élément, soigner l'engagement. Alors, il est assez évident, un engagement judicieux au sens de la négociation raisonnée, c'est un engagement qui optimise la satisfaction des intérêts réciproques et des intérêts mutuels, c'est-à-dire les intérêts divergents, différents et communs. Il est meilleur que la mésor de chacun. Chacun aide l'autre à rédiger son communiqué de victoire, c'est-à-dire qu'on essaie de se mettre à la place de l'autre, là pour le coup, et de se dire comment est-ce que je pourrais faire en sorte que l'autre soit satisfait de cet accord qui me convient. Toutes les options étaient envisagées, on n'a pas laissé de valeur sur le bas-côté de la route. Chacun a eu le temps d'y réfléchir. On peut imaginer de faire une pause ou de laisser quelques jours entre la phase 3 et la phase 4 de la négociation. Il comporte un mécanisme de résolution des problèmes et enfin, il préserve la relation.
Nous finissons avec ce septième point, la présentation de la négociation raisonnée ou méthode de Harvard, méthode éprouvée qui permet d'obtenir efficacement des accords judicieux tout en préservant la relation